Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous réagissez avec Pascal Praud, 01 80 20 39 21. Et nous recevons ce matin Pascal Romain Puertolas, ancien capitaine de police et auteur du livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès », paru aux éditions Albin Michel. Géraldine Amont est avec nous comme tous les matins. C'est une journée un peu particulière puisque c'est, paraît-il, la centième déjà de notre émission. Donc on va pas faire la 200e, mais la 100e, on fera la millième après, évidemment. Et puis la 10 millième, pourquoi pas. Mais bon, ça nous emmène vers les années 2062, 2063, je ne sais pas. En tout cas, c'est la 100e. Vous avez fait les 100, je crois. Moi, j'ai dû refaire 98, puisque notre ami Laurence Ferrari était là un matin. Je salue DJ Fab. Bonjour, j'en ai fait 99, moi. Oui, bah vous, quand il n'y a pas de neige, vous êtes là. Mais bon, on sait maintenant quand il se passe quelque chose, quand il fait froid, que vous restez sous votre couette. Le moindre prétexte est bon. Hein. Et puis je salue évidemment notre ami Olivier Guénec. Bonjour qui est là, à tous. Qui en a fait sans doute 99 aussi. Vous avez été absent une fois. Exactement, 99. C'était la semaine dernière. Bon, parce qu'on pourrait faire la 100e de Monsieur Guénec, la 100e, vous voyez, chaque jour. Comme ça, on peut tenir 3-4 jours, si vous voulez. C'est comme les gens qui mangent les galettes des rois jusqu'à Pâques. Bon, Romain Puertolas est avec nous. Il est ancien capitaine de police, vous l'avez dit. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? C'est aux éditions Albin Michel. Je vous propose d'écouter, grâce aux archives de notre ami Sylvaine Denis, le 21 avril 2011, reportage de l'envoyé spécial à Nantes, Pierre de Cossette. Ce soir, Xavier de Ligonnès est officiellement le suspect numéro 1. Tout au long de la journée, les policiers nantais ont déterré du jardin de la maison les corps de sa femme, Agnès, et de ses 4 enfants, tués semble-t-il par balle. Pour une conclusion, le père de famille est désormais le seul disparu. Dans le quartier, les Ligonnès étaient très discrets. Peu de voisins s'étaient aperçus de leur absence depuis 3 semaines. Mais lorsque l'appel à témoins a été lancé ce matin, Gaël s'est subitement souvenu. En voyant sa photo tout à l'heure, j'ai dit mais si, c'est l'homme qui transportait les sacs. C'était il y a 15 jours de ça. Il était en Bermuda, polo, et la voiture était garée près de l'aubette de bus. Et ce qui m'intriguait, c'était ses allers-retours entre la maison et il remplissait le coffre de gros sacs. C'était genre des cabages en Ikea, ouais, c'est ça, ce genre de sac à poignée. Ça a duré quelques temps, ou ça a duré 2 heures au moins. Hein. Cette dame a dit un mot que je n'ai entendu qu'à Nantes. Vous savez ce que c'est qu'une aubette? Non. Ben oui, il n'y a que les Nantais qui disent ça, c'est un abribus, et c'est un mot que je n'ai entendu, me semble-t-il. Alors, il se trouve que je suis Nantais, donc je l'ai souvent entendu quand j'étais enfant, mais quand je suis venu à Paris et que j'ai parlé d'une aubette, personne ne savait de quoi je parlais. Deuxième archive, on est le 9 janvier 2018, c'est un reportage de Nathalie Chevance, 7 ans après la disparition, évidemment. On croit reconnaître un peu partout Monsieur de Ligonnès. Les vérifications n'auront duré qu'une matinée à l'intérieur du petit monastère au volet bleu, isolé sur les hauteurs de Roquebrune-sur-Argent, survolé par un drone. Le temps de l'opération de police, ici la communauté n'abrite qu'une demi-douzaine de moines. Les religieux ont donc ouvert leurs portes aux enquêteurs de la PJ de Nantes et de Toulon, venus vérifier les identités, car d'après plusieurs fidèles, un moine ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. Il aurait été vu fin novembre lors de la messe, de quoi susciter la stupéfaction de frère Paul, qui a accepté de sortir de son silence. Mais comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui vient? Là, on est vraiment dans le réel, quoi. C'est presque de la fiction, la science-fiction. Et c'est normal qu'ils cherchent, mais c'est tout à fait normal. Si quelqu'un a dit quelque chose, mais quel est celui qui a dit qu'il avait vu? Et puis, il y a ce qui s'est passé, évidemment, le 12 octobre 2019, où on pense que M. de Ligonnès est arrêté en Écosse. Un homme a été donc arrêté hier à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Ses empreintes digitales correspondent à celles du père Xavier Dupont de Ligonnès. Alors comment cette traque a trouvé peut-être son épilogue? Les informations de Chloé Triomphe. C'est par une information venue d'Écosse que ce dénouement a pu se produire, une dénonciation d'un proche qui pourrait être la nouvelle femme de Xavier Dupont de Ligonnès avec qui il aurait refait sa vie. Une information à mettre encore au conditionnel ce matin, mais ce qui est certain, c'est que ce sont bien les policiers écossais qui ont eu le tuyau et qui ont alerté les enquêteurs français hier d'un possible voyage du fugitif prévu entre Paris et Glasgow. Les policiers sur place ont donc procédé à un contrôle et vérifié les empreintes digitales qui correspondent bien à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là encore, il faut rester prudent, indique le procureur de Nantes, tant que l'ADN n'a pas définitivement confirmé son identité.
Et elle avait raison, Chloé Triomphe, d'être prudente. Et elle prend les précautions oratoires et avec le recul, combien elle a eu raison, ce que tous les journalistes n'avaient pas fait. Chloé Triomphe, qui a longtemps été une des voix d'Europe 1. Dernier passage archive avant d'échanger avec notre invité du jour, Monsieur Puertolas. C'est un reportage de Jean-Gabriel Bourgeois. C'est la police qui perquisitionne la maison de Guy Jao à Limay dans les Yvelines et ce pauvre homme depuis malheureusement est décédé. Je me trouve dans ce quartier pavillonnaire de Limay, devant cette maison à un étage au volet blanc fermé, tout comme le portail. Un gazon bien entretenu, pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette. C'est là que les enquêteurs ont perquisitionné une partie de la nuit. Une voiture de police est d'ailleurs toujours présente en ce moment devant cette maison qui appartient à Guy Joao. C'est le nom qui figure sur le passeport de l'homme arrêté hier à Glasgow. J'ai pu discuter dans la soirée avec les voisins les plus proches. Et pour Jacques, il n'y a pas de doute. Impossible que Guy, son voisin et ami depuis 30 ans, soit Xavier Dupont de Ligonnès. Jeudi soir, il était là, on a mangé ensemble tout seul puisqu'il partait le vendredi matin. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, on était à son mariage en Écosse, c'est aberrant. Même avec de la chirurgie esthétique, c'est pas possible. Ils ont pris l'ADN là, et donc ils vont avoir apparemment assez rapidement les résultats. Là ils vont s'apercevoir de la boulette, c'est pas possible. Cette histoire est évidemment invraisemblable et je le répète, hélas, monsieur Joao est décédé. On marque une pause et nous revenons avec les auditeurs qui pourront également interroger monsieur Puertolas. Et puis on va parler de ce livre. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h et pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invité Pascal Romain Puertolas, ancien capitaine de police. C'était donc la nuit du 3 avril 2011. La famille Dupont de Ligonnès est assassinée. C'était il y a 13 ans. C'était le 3 avril et la dernière fois qu'une image existe de Xavier Dupont de Ligonnès. Elle est, je pense, datée du 15 avril. Oui, c'est bien ça, cela. ouais. À 16h10, une caméra de surveillance a filmé les derniers pas de Ligonnès sur le parking de l'hôtel. Une housse à costume sur l'épaule. Et là, je lis votre livre. Et ensuite, que s'est-il passé, monsieur Puertolas? Quelle est votre intuition? Quel est votre... le résultat de votre enquête? Ensuite, on le reprend sur un témoignage d'une personne, un homme qui l'a vu sur la route des Châtaigniers, qui est vraiment à quelques mètres, on va dire 100 mètres du parking de Formule 1, qui décrit Xavier Dupont de Ligonnès au niveau vestimentaire, et puis effectivement avec cette housse sur l'épaule, et il dit lui-même avec une housse qui pourrait ressembler à un fusil, quoi. C'est vrai qu'une housse à costume, soit elle a un costume et elle est carrée, soit on met autre chose qui est allongée, parce qu'un fusil, ça prend beaucoup de place. Et ça, c'est vraiment le dernier témoignage avéré et sûr, on va dire, voilà, 100%. C'est bien lui, là. Après, tout ce qui commence là n'est que spéculation. Effectivement, on le retrouve à Alençon-Provence, effectivement, on le retrouve sur le parvis de la gare d'Aix, tout ça, mais les images, on a des images de stations-service et tout ça, et comme je plaisante dans le livre, je dis qu'on a des images beaucoup plus détaillées du cratère, d'un des cratères de la Lune, que des images de surveillance d'une station-service, quoi. C'est incroyable, la pixelisation qu'il y a sur ces caméras de surveillance, on voit rien du tout, sérieusement. C'était vrai, il y a 13 ans, peut-être que ça a changé depuis. Toujours, ouais, alors c'était il y a 13 ans, ouais. Mais même maintenant, on voit mieux la Lune, je vous garantis. Bon. Qu'est-ce qu'il fait a priori ce 15 avril avec cette housse? Alors là, il y a quelque chose que je suis le seul à dire. J'ai jamais entendu donner cet argument et je me demande pourquoi, parce que pour moi ça me paraissait très plausible, évident, logique ce qu'il a fait ensuite. Et je le dis dans le livre, c'est un des résultats de mon enquête, il est allé faire quelque chose. Et ce n'est pas se suicider comme on l'a beaucoup entendu, tout le monde disait il est parti avec son fusil dans la forêt, se suicider. Non, moi c'est une thèse que je détruis dès la première page. On ne fait pas tout ce qu'il a fait méthodiquement pour aller se suicider, ça n'a aucun sens. Vous savez, des pères de famille qui tuent leur famille, on voit ça malheureusement tous les jours. Et alors, soit ils se suicident directement, soit ils se rendent à la police, soit ils se retranchent et donc ils se font tuer en général par le dispositif d'intervention. Donc là, vous dites qu'il va faire quelque chose dans ce bois. On va pas le dire à l'antenne. Non, parce voilà, qu'on on va garde pas la surprise. spoiler. Voilà, il y a des surprises dans le livre quand même, bien exactement. sûr. C'est forcément étayé, mais en même temps, est-ce que c'est prouvé?
là, forcément, il y a une discussion, mais c'est étayé. Ouais. Et sur le suicide, vous le battez en brèche. D'ailleurs, vous dites, les enquêteurs, les magistrats ainsi que le grand public avaient tout de suite pensé, j'ignore encore pourquoi aujourd'hui, que Ligonnès s'était engouffré dans ces bois dans le seul but de se suicider, ce qui, à mon humble avis, était en totale contradiction avec les actions commises par l'homme les jours précédents et la méticulosité martiale avec laquelle il avait orchestré la disparition méthodique de chacun des membres de sa famille entre le 3 et le 10 avril 2011. Mais est-ce que les corps sont découverts quand ? Le 21. Bon, donc quand le 15 avril, il part dans ce bois, les corps ne sont toujours pas découverts. Non. Et ça, c'est extrêmement important quand même de le dire. Ah oui, ça c'est important de le dire. Vous savez, il faut pas juger les choses a priori. Nous, on juge a priori, et on dit mais pourquoi il s'est fait voir ? Pourquoi il a dépensé avec sa carte bleue, tout ça ? Mais quand il descend en fait de Nantes à Roquebrune-sur-Argence, lui, il n'y a pas de précaution parce qu'il pense qu'on ne va jamais découvrir les corps. Il a tout fait de A à Z pour qu'on ne les découvre pas et qu'on ne soit pas inquiété. Il a envoyé des lettres au voisinage en disant qu'il était parti avec sa famille. C'était un programme de témoins de la police américaine, tout ça. C'est n'importe quoi. Quand on connaît un minimum de choses sur la police, on voit qu'il mélange tout. Il mélange tous les services de police américaine et tout ça. Il n'y a rien de crédible là-dedans. Bon, il a inventé cette histoire pour qu'on ne s'intéresse plus du tout, pour qu'on ne cherche plus. Et puis, il a enlevé la boîte aux lettres pour qu'il n'y ait plus ce courrier qui s'entasse. Et puis, il a résilié le bail. Et puis, il a tout fait. Vous savez, c'est exactement comme je crois que les terroristes du Bataclan sur lesquels on avait retrouvé... Charlie Hebdo, on avait trouvé les cartes d'identité et tout ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Putain, mais ils sont cons de... Pourquoi ils ont leur carte d'identité ? Ah non, c'est très logique. Les terroristes, ils sont impeccables avant d'aller faire les attentats. Quand vous regardez les attentats aux États-Unis, les tours jumelles, les mecs, ils sont impeccables. Ils sont rasés de près. Ils n'ont pas des panneaux avec écrit Allahu Akbar. Ils sont en costume et machin. Il faut surtout pas se faire arrêter avant par la police. Exactement pareil pour Charlie Hebdo. Les mecs, ils ont leur carte d'identité. Vous imaginez, ils tombent sur un contrôle de police juste avant. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Non, il faut être impeccable. Et là, c'est exactement pareil. Ligonnès a fait pareil. Tout est préparé pour qu'il disparaisse ensuite. Et ce qui est important, c'est de rappeler effectivement qu'il imagine que jamais les corps ne seront découverts. Alors, vous parlez d'une lettre également qui est écrite un an auparavant, qui date du 11 juillet 2010, écrite et adressée à ses meilleurs amis. Pourquoi cette lettre a-t-elle de l'importance selon vous ? Non, c'est une lettre là où il explique un peu la situation. Il était très endetté en fait. Il en pouvait plus. Il avait piqué tout l'argent qu'il pouvait à tout le monde, à son père, à une ex-maîtresse, à sa femme. L'héritage de sa femme, les 300 000 € étaient passés. Enfin, il prenait de l'argent où il pouvait. Il montait des entreprises qui ne marchaient jamais. Bon. Et puis il écrit cette lettre à ses meilleurs amis en leur disant qu'il doit prendre il doit prendre une décision, parce que soit se suicider, soit foutre le feu à la baraque, parce qu'il n'en peut plus. Et comme je dis dans le livre, finalement, il a choisi une autre décision beaucoup plus, on va dire, bénéfique pour lui, c'est-à-dire je vais suicider les autres en fait. Voilà. Et lui, il va continuer à vivre. Nous sommes avec Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Neuilly-sur-Seine et cette affaire vous passionne. Pourquoi et quel est votre sentiment ? Votre intuition peut-être ? C'est passionnant parce qu'on ne sait pas et que c'est un drame épouvantable au départ et que au lieu de ne plus en parler, on continue régulièrement d'en parler et ça attise les curiosités. Et moi personnellement, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, il faut que je lise le livre, bien sûr, mais pourquoi aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'il est vivant ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez affirmer qu'il est vivant ? Bon, alors attention, non, on n'est sûr de rien dans la vie, donc je ne peux pas être sûr qu'il est vivant, mais en tout cas, pourquoi il serait mort ? Ce serait plutôt ça, ma question. Pourquoi il serait mort ? Quels sont les arguments pour contrer cela ? Pourquoi il serait mort ? C'est parce que il supprime toute sa famille. Oui, et alors ? Il a envie derrière de passer à l'acte lui aussi. Ah non, non, il serait passé directement à l'acte. Sauf que le 21 avril, les corps sont découverts et qu'il n'a pas envie d'être jugé, puisque maintenant on sait qu'il a tué sa famille.
Alors que avant, vous me dites que lui-même, quand il avait mis toute cette mise en scène, il imaginait que les corps ne seraient jamais découverts. À partir du moment où les corps sont découverts, il n'a pas envie de se retrouver, pourquoi pas, devant un jury d'assises, et il se tue. Ouais, alors... moi, ça me paraît plausible. C'est pas stupide ce que je dis. Non, c'est pas stupide, mais on va dire que c'est... Moi, du point de vue police, du point de vue... je le vois pas très plausible. C'est-à-dire que... Parce que le 21 avril, ça change les choses. On a beaucoup d'exemples qui font que le 21 avril, ça change les choses. À partir du moment où les corps sont... Maintenant, il sait qu'il va être cherché. Voilà. Exactement. Voilà. Et que là, c'est pas pour ça qu'il va se suicider. On a une historique dans la police de fugitifs impressionnant. Les mecs se suicident pas. Ils savent parfaitement que si on les trouve, on les met à perpète ou qu'on leur met 30 ans. Ou justement, il a peut-être pas envie de ça. Et tout ça. Peut-être. Attendez, moi, je vous propose ça. Je ne suis pas. Vous avez raison. Je ne suis pas le docteur Freud. Effectivement. Mais la question de madame est quand même excellente. Pourquoi êtes-vous certain, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, globalement, les gens qui connaissent à la fois le monde des fugitifs et qui connaissent aussi la psychologie de ce type d'affaires disent psychologiquement ces gens-là ne se suicident jamais. Ouais. Parce que s'il avait dû se suicider, on va dire, il l'aurait fait immédiatement. C'est-à-dire que s'il avait un comportement suicidaire, il y a des gens qui sont plus enclins à ce comportement suicidaire-là. Lui, non, parce qu'il l'aurait fait. Avec ce qu'il a fait, il l'aurait fait immédiatement ou très proche. Il n'aurait pas eu la méthodologie qu'il a eue, une méthodologie martiale. C'est-à-dire vraiment préméditée, techniquement. Ça s'est passé sur des mois avant. Pourquoi prendre 30 €? On ne saura jamais. Oui, il prend 30 €. Oui, quand il a retiré de l'argent, là. 30 €. Oui, mais ça, c'était pas pour partir en cavale. Non, ça, justement. Voilà. Mais c'est tellement étonnant. Il faut se dire que sur ces 3 jours, là, moi, je parle beaucoup de son meilleur ami, justement, de ce qu'il a pu. Alors, vous allez nous en parler après la pause. Ouais. Voilà, qui est Michel Rétif. Voilà. C'est bien cela. Donc, c'est passionnant, cette affaire. Et il y a tellement d'interrogations. La pause, à tout de suite. Romain Puertolas, c'est notre invité aujourd'hui sur Europe 1. Et pour lui poser vos questions, vous composez le 01 80 20 39 21. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Merci Émilie, nous sommes avec Romain Puertolas. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? On a évoqué la thèse du suicide, on va parler évidemment des complicités possibles. Mais avant cela, je pense que Gaël est avec nous, puisque Coralie est avec nous. Bonjour Coralie, il se trouve que vous avez lu ce livre qui est entre le roman et l'enquête ce week-end et que vous avez une question à poser à son auteur. Bonjour Coralie. Oui, bonjour à tous. Bonjour Romain. J'ai lu le livre ce week-end et ça m'a passionné. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des loupés au niveau de l'enquête ? Alors, des loupés au niveau de l'enquête, au niveau de l'information judiciaire, vous savez, il y a des choses qui m'ont étonné, un petit peu comme cette histoire effectivement de Michel Rétif. On a des indices graves et concordants de penser qu'il a pu assister Ligonnès dans sa fuite, à cause de cette conversation téléphonique du 6 avril, à cause de ces 3 jours de bornage, où il borne avec Xavier. C'est son meilleur copain, ils arrivent le même jour, ils repartent le même jour. Pour moi, ça me paraît énorme. Or, on a entendu Michel Rétif comme simple témoin. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la police n'a aucun moyen de coercition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui mettre la pression, c'est-à-dire qu'il nous dit non, je ne suis pas au courant, non, je ne me rappelle pas, voilà. Au revoir, monsieur, ça s'arrête là. Alors, est-ce que c'est une stratégie du juge d'instruction qui se dit, OK, on ne va pas l'affoler, on le convoque, OK, il veut rien. On met ensuite un dispositif de surveillance, c'est ce qui a été fait. La BRI de Montpellier a monté un dispositif de surveillance. Après ça, moi je dis que là, c'était trop tard, puisqu'il s'était vu avant, il n'y avait plus rien à... Mais bon, ils se disent, il va peut-être communiquer avec lui, l'autre va peut-être venir, tout ça, machin. Non, finalement, il ne se passe rien, voilà. Et on en reste là, et c'est ça qui, moi, m'étonne. Monsieur Rétif qui depuis est décédé. Exactement. Bon, donc ça c'est un ratage pour vous. Mais ça moi je comprends pas pourquoi le juge d'instruction a dit OK, maintenant on l'appelle comme témoin assisté, mise en examen, n'importe quoi, on le met en garde à vue et puis on va lui mettre la pression. C'est-à-dire que le juge avait l'information que pendant ces 3 jours clés, Michel Rétif était avec Dupont de Ligonnès. Ah oui, bien sûr, on a jeté les formes, on les a très rapidement. Il a été entendu, monsieur Rétif. Exactement, et c'est ce que je vous dis, comme témoin, c'est-à-dire qu'il J'entends bien, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il se souvient plus de ce dont ils ont parlé la nuit du 6 avril, quand, par coïncidence, c'est la seule personne avec laquelle il parle de la journée. C'est le seul instant où le téléphone de Ligonnès est connecté, pile, dans cette fenêtre d'une demi-heure, dans une journée.
Ils parlent ensemble. Et puis, ils ne savaient pas... Le 6 avril, c'est 3 jours après... Alors, c'est 1 jour après l'assassinat de Thomas et c'est 3 jours après les autres assassinats. Donc, il aurait pu être son complice, en fait. Donc, alors, je ne dis pas que Michel Rétif est complice, mais je dis que ça, c'est énorme. Et vous savez, dans la police, il y a eu un raté, peut-être. Je veux dire, on voit des choses, c'est pas des coïncidences, ça. Donc, on aurait dû creuser vraiment ça. Ça n'a pas été fait, et on tenait peut-être parce qu'on était encore vraiment. Ça nous paraît toujours étonnant. Ça nous paraît toujours étonnant parce que vous-même êtes évidemment de la partie puisque vous étiez capitaine, même si vous avez démissionné début janvier. Et ce que vous nous dites paraît tellement évident que comme ça n'a pas été fait, on se dit peut-être, on a vite l'humeur complotiste, on se dit peut-être qu'on a voulu le protéger pour des raisons X ou Y. Donc vous chassez ça très vite de notre, évidemment, de notre esprit. Mais ça paraît tellement évident, ce que vous dites, qu'il fallait... trop évident. Non, mais enfin, c'est son meilleur ami. Il y a 5 morts. Ils ont parlé ensemble pendant une demi-heure. Ils ont été ensemble, etc. Il a été interrogé qu'une fois. Je crois, oui. Il a témoigné à la télé en plus. Ça, c'est une des complicités possibles. Oui, après, il a été interviewé à la télé. Ça, c'est une des complicités ou ratages possibles. La mère, maintenant. Est-ce que la mère est une complicité possible et pourquoi ? Alors bon, dans la théorie, on va dire, la mère est effectivement une complice merveilleuse. Vous savez, il y a beaucoup de fugitifs qui ont l'aide de leur maman ou de leurs parents. C'est en général la mère. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a eu une perquisition dans la famille. On a trouvé plusieurs téléphones portables, ce qui est assez étonnant là aussi. Je veux dire, pour une personne âgée, nous, dans la police... Quand vous dites plusieurs, c'est 6. Ouais, voilà. C'est pas rien, 6. Nous, dans la police, les téléphones, 6 téléphones portables, moi, je trouvais ça, quand j'étais à la police aux frontières, à Locriest, on trouvait des trucs comme ça. Dans les stupes, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Il y avait de l'argent en cash, il y avait des virements des virements bancaires pour les Philippines. Alors bon, elle est très mise dans un mouvement qu'on considère ou qui n'est pas encore considéré comme sectaire, l'église de Philadelphie, des choses comme ça. Et apparemment, elle envoie des virements bancaires aux Philippines où il y a cette église-là. Bon, j'en parle dans le livre, j'exploite une piste où on retrouve justement Ligonnès, puisque je le mets en fiction, dans cette piste-là, la piste asiatique, avec justement l'explication de ces virements bancaires. Voilà. Dans les années 70, sa mère Geneviève Dupont de Ligonnès, écrivez-vous, avait fondé l'église de Philadelphie, un mouvement qui refusait la légitimité du pape et dans lequel son fils Xavier avait une place de choix puisqu'il était l'élu. Elle disait recevoir des messages divins, elle avait aussi affirmé avoir connaissance de la date de l'Apocalypse, 1995. Convenons quand même que la mère me paraît un peu, j'allais dire dérangée, pour le moins peu classique dans son raisonnement. Peu classique, oui. Voilà, je vais le dire comme ça. On va pas porter d'opinion, je pense que tout le monde se fera son opinion. Bon, vous-même vous enquêtez et le 15 avril 2017, par exemple, vous prenez un billet d'avion Malaga-Nice pour aller à Roquebrune sur Argent. Vous souriez, pourquoi? J'y suis allé plusieurs fois. Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a obsédé. Cette enquête m'a passionné. J'en parlais pas trop autour de moi pour pas passer pour un fou. C'est une enquête que j'ai fait à titre privé. J'étais pas en charge de l'enquête. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Et donc, je voulais voir les lieux. Je voulais surtout apporter une preuve de ma thèse, qui est justement celle du fait qu'il va dans la forêt. Et voilà, il y a beaucoup d'autodérision, on suit mon enquête en fait, beaucoup dans ce livre. Je me mets en personnage, c'est une autofiction dans laquelle je mets vraiment, et je suis très sincère, c'est-à-dire que je dis pas regardez, je suis le super flic, regardez, là ils ont déconné parce qu'ils ont fait ça, là non, moi aussi je commets des erreurs, je m'enfonce dans des fausses pistes, dans des sables mouvants, et justement en fait quand il y a le policier qui arrive à la limite d'une des pistes, eh bien il y a l'écrivain qui est en moi, qui peut soit combler les trous de ces apparitions qu'on a, qui sont presque avérées, qu'on a quelques apparitions qui semblent presque avérées, ce qui prouverait qu'il était encore vivant en juin, c'est-à-dire 2 mois après la découverte des corps, ce qui pourrait infirmer votre peut-être intuition où vous faisiez l'avocat du diable un peu en disant... J'ai aucune intuition. Non, moi l'intuition que j'ai, c'est qu'il est vivant, pour tout vous dire, mais je vais vous dire pourquoi j'ai cette intuition, parce qu'on dit souvent les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et c'est ce que vous voulez. Voilà, et j'aimerais au fond qu'il soit vivant pour qu'un jour il s'explique et qu'il parle. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Ils auraient envie d'essayer de comprendre, même de comprendre l'incompréhensible. Mais puisque vous parlez de réapparition, effectivement, le 9 juin 2011, 2e réapparition sérieuse
de notre fugitif. Elle date du 9 juin 2011. Une enseignante qui connaissait les Ligonès déclarait avoir vu le père de famille dans un bus à Versailles, ville natale et de jeunesse de Xavier Dupont de Ligonnès, et où résidaient encore sa mère et sa sœur qui vivaient ensemble. Alors, munie d'un appareil photo, on a vraiment l'impression qu'on est dans un film, munie. Elle prend plusieurs clichés. Et ils sont inexploitables. Elle avait oublié d'enlever le cache de l'objectif. Franchement, je vous assure, quand je lis ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai l'impression que c'est presque... qu'elle fabule. Ouais. Vous savez, mais ce témoignage, cette femme, elle a été écoutée, entendue. Oui, elle a été entendue par la police judiciaire de Versailles. Ce que j'en pense, effectivement, vous avez raison. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un appareil si on avait un téléphone? Non, il faut savoir qu'en 2011, il n'y a pas de téléphone. On n'a pas les téléphones, on en a, mais ils prennent pas de photos ou on n'a pas. Voilà. Donc ça, non. Ok, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un appareil photo? Non. Un appareil photo, on prend ça quand on va en excursion. Je suis d'accord avec vous. Vous vous promenez avec un appareil photo pour aller dans un bus à Versailles, non. Voilà. Bon. Et ensuite, effectivement, comme vous dites, ah ben mince, j'avais enlevé le cache, ou ça, c'est beaucoup de choses qui sont... Bon. Alors, on ne sait pas, dans cette histoire, il y a effectivement beaucoup de personnes, qui sont persuadées, comme je vous disais avant, je reçois des photos qui sont persuadées que c'est lui, alors que ce n'est pas du tout lui. Ils en sont persuadés. Et puis, il y a aussi des personnes qui veulent avoir un petit peu un rôle, on va dire, dans cette histoire. Et dire, voilà. Alors, c'est un témoignage plausible, comme vous disiez, parce que c'est une amie de la famille. Alors, les amis, moi, j'ai pris ces témoignages un peu plus au sérieux, parce qu'ils connaissent Ligonès. C'est-à-dire qu'on n'a pas un inconnu, ils l'ont vu bouger. Ça fait une grande différence, parce que là, je vais vous dire, les gens continuent à chercher Ligonès comme il était il y a 13 ans, c'est-à-dire sur cette photo qui a été placardée partout, et les gens continuent à le voir comme ça. Non, il a changé. Et je l'explique dans le livre, je dis, on fait ça avec les enfants, vous savez, les enfants disparus qui disparaissent à 5 ans, on leur fait des portraits robots où on change le visage et tout ça. C'est ça qu'il faut faire. Et les gens ne prennent pas en compte le vieillissement. Et c'est pour ça qu'en général, c'est pas lui du tout. Voilà. Il est 11h41, c'est absolument passionnant, de vous écouter. Alors, c'est vrai que ce roman, d'abord, j'ai dit, c'était très malin, parce que personne ne l'a encore écrit comme vous l'écrivez. Et puis, en plus, vous, que je ne connaissais pas, mais c'est vrai, vous êtes habité par cette histoire. Vous êtes habité. Ah oui, je continue à chercher, vous savez, je continue, bien sûr. Donc... vous continuez à chercher? Ah oui, sur Google Earth, il y a un truc, c'est merveilleux le Google Earth, parce que je dis, ok, on l'a peut-être pas chopé sur une caméra de surveillance, mais je vais le choper. Moi, sur Google Earth, il y a un relief, j'ai des photos du ranch à Texas, et du Texas, là, et c'est une construction qui est très atypique. Alors, si elle n'a pas été détruite pendant les 30 ans, parce que c'était en 1990, les photos, et qu'elle y a encore, je suis toujours à la recherche. À mes heures perdues, je continue un petit peu à chercher, et j'irai là-bas, je me déplace. Mais là, les gens ne savent pas ou ne comprennent pas ce que vous dites, parce que ce ranch de 90, parce que c'était son ancienne amie qui vivait dans ce ranch. Exactement. D'accord. C'est une des pistes que je trouve très plausible. Ah oui, parce que là, il faut vous expliquer, parce que les gens, autrement, ils sont perdus. Bon, on va marquer une pause. Monsieur Guenec, est-ce que cette histoire vous passionne? Ah bah oui, bien évidemment, comme tout le monde, non? Bah non, mais vous avez, voilà, DJ Fab, du coup, pas de musique, rien du tout, parce que... Comment on pourrait illustrer cette histoire comme ça? C'est difficile à illustrer aussi. On n'est pas à la... Mais sauf que je crois qu'il faisait de la danse, monsieur de Ligonnès. Oui, de la country. Voilà, avec de la country, avec son épouse, et régulièrement, il allait faire de la... Il adorait les États-Unis, il est allé plusieurs fois, il a séjourné de nombreux mois. Il adorait la musique, il adorait... voilà, donc c'est pour ça que la piste américaine, pour lui, c'était le mieux, en plus. Oui, mais entre le moment où le premier mort arrive et le dernier... Alors, les 4 premiers morts, vous dites? C'est-à-dire que il y a eu les 4 d'abord, oui. Voilà, c'est Thomas, c'est le dernier. Voilà, qui est le dernier, c'est-à-dire qu'il y en a 4, et là, il se passe 48 heures où il vit avec ça, et il va voir son fils, parle avec lui, et il va le tuer après un dîner. Parce qu'il n'habitait pas dans la maison, lui. D'abord, ils vont au restaurant, justement. Oui, c'est ça. Et apparemment, il a empoisonné, puisque les restaurateurs ont dit que l'enfant semblait malade, et il mangeait pas, il était très pâle et tout ça. Mais ensuite, cet enfant-là, lui, il l'amène à la gare, et cet enfant-là va passer la nuit chez un de ses amis. Et c'est le lendemain qu'il va le faire revenir et qui va l'exécuter. Donc c'est d'autant plus sordide, c'est assez incroyable. Bon, quelques musiques, quelques notes de country, même si je ne suis pas sûr qu'elles soient adaptées à notre discussion. Nous marquons une pause, c'est quand même une histoire dramatique, monsieur DJ Fab. Oui. Il a complètement craqué. Bon, n'en rajoutez pas non plus. Surtout que c'est moi qui lui ai dit de le faire. Oui, voilà. Bon, on revient dans quelques secondes, parce qu'on a encore évidemment des
des questions à vous poser. On est passionné, hein. On est passionné, puis on a du temps. C'est ça qui est bien dans cette émission. Cette émission, c'est une émission d'actu. Donc, et d'infos. Parfois, il y a effectivement l'info immédiate. Vous êtes dans l'actu parce que le livre est sorti quand ? Le 10 janvier. Le 10 janvier. Bon, et il fait un malheur, je pense, parce que les gens sont tellement intéressés comme nous par cette histoire qu'ils ont envie d'en parler. À tout de suite. Et notez que demain sur Europe 1, Sonia Mabrouk, que vous retrouvez dans la grande interview dans Europe 1 Matin à 8h10, reçoit Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, député du Nord. La grande interview, Europe 1 CNews, c'est chaque matin à 8h10 sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Pascal Romain Puertolas qui vient de sortir son livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, paru aux éditions Albin Michel. Bon, il aurait été aperçu combien de fois ? 1000 fois ? Combien de témoignages ? Plus de 1000 fois, oui, mais c'est évident. En fait, les gens sont pas très physionomistes. Moi, j'ai énormément vu ça. Dans la police, on voit ça quand vous avez un témoignage d'accident. Alors, vous prenez 4 témoins de l'accident. Il y en a un qui a vu la voiture rouge foncé, l'autre l'a vu bleu marine, l'autre l'a vu noir. C'est assez incroyable. Alors, imaginez pour Xavier Dupont de Ligonnès, qui est un mec un peu, c'est monsieur tout le monde, hein, français type avec des petits cheveux, les petites lunettes, là. Et voilà, les gens regardent les lunettes et s'attachent pas à d'autres traits de physionomie, on va dire. En 2015, écrivez-vous, une femme avait affirmé avoir croisé la route du fugitif dans le quartier français de San Francisco alors qu'elle rentrait dans une boulangerie. Catherine D, l'épouse d'un notable de Nantes qui rendait visite à leur fils employé dans la Silicon Valley, avait été bousculée. En se retournant, elle avait alors immédiatement reconnu Xavier Dupont de Ligonnès et prononcé à haute voix son prénom. L'homme, habillé d'une chemise ajustée, impeccablement rasée, avait alors perdu ses moyens, écarquillé les yeux avant de faire demi-tour au pas de course. Cette information avait été révélée le 14 juillet 2022, 7 ans après cette rencontre. La piste n'avait pas été exploitée, elle ne serait jamais. Catherine D est une amie proche de la famille de donc là Ligonnès. aussi, Mais un cette femme, faut témoignage qui l'interroger. est à prendre au sérieux. Elle est où cette femme ? Elle est décédée. On a appris ça en 2022, donc c'est-à-dire 7 ans après les faits, et à sa mort en fait. Je crois qu'elle l'a dit à ses enfants, ou je sais pas, et c'est eux qui ont dit ça. Donc piste complètement inexploitable. Alors, le témoignage est là aussi à prendre, c'est-à-dire un peu au sérieux, puisqu'elle connaissait vraiment la famille, c'était la voisine de Pornic quand ils avaient habité à Pornic, donc là on se dit, bon, elle le connaît, et d'un coup elle tombe sur lui, on peut croire que c'est vrai. Ce qui voudrait dire qu'en 2015, Ligonnès était toujours vivant et qu'il était aux États-Unis. Alors, ça c'est pas du 100%, c'est-à-dire qu'on peut pas dire si c'est vrai ou pas, mais ça peut nous laisser penser. Mais ce qui est fou, c'est qu'il aurait réussi à rentrer aux États-Unis, alors comme on sait comment sont les services. Mais là, il faut remonter à 2011. Alors, les États-Unis, là, pourquoi États-Unis ? Parce qu'effectivement, et c'est une piste que vous accréditez, c'est qu'il avait une ancienne petite amie qui habitait peut-être dans un ranch, et c'est auprès de cette femme qu'il pourrait avoir pris refuge. Oui. Exactement, il adorait les États-Unis, la culture des États-Unis, il y a un petit peu vécu, beaucoup séjourné, donc vraiment c'est l'une des meilleures pistes, et il avait une amie qui s'appelle Mindy, on n'a pas le nom de famille, et qui vit dans un petit ranch aux Alpines. Mais cette Mindy, on sait où elle est aujourd'hui ? On ne sait rien du tout. S'il est parti, à votre avis, c'est forcément avant le 21 avril, et la découverte des corps, parce que là il peut faire encore ce qu'il veut. Oui, alors j'explique, c'est pas forcément, non. Et j'explique les techniques, puisque nous, dans la police aux frontières, on connaît toutes les techniques utilisées par les fugitifs, surtout par les clandestins. Donc c'est possible, de partir en étant recherché. Il faut surtout pas prendre l'avion, bien qu'il y ait des techniques que j'explique dans le livre aussi, comment... Alors, je donne pas le mode d'emploi, mais j'explique un petit peu comment, que c'est possible et comment, un petit peu. Mais en tout cas, il y a la voie maritime qui est beaucoup moins sécurisée, beaucoup moins protégée que la voie aérienne. Et puis ensuite, vous avez un passage frontière terrestre pour le Mexique. Alors ça, c'est très facile. Les Mexicains le font tous les jours. Patricia nous a appelé. Il se trouve que c'est quelqu'un qui nous écoute et elle connaît Michel Rétif personnellement. Donc, peut-être va-t-elle nous dire quelque chose. Bonjour Patricia. Bonjour à vous deux. Et merci à vous écouter notre émission. Et peut-être Michel Rétif, qui est décédé depuis, qui avait été donc proche de Dupont de Ligonnès, c'est son ami d'enfance et son frère de sang, mais surtout il était avec lui durant ce laps de temps si particulier dans le sud de la France. Peut-être savez-vous des choses que vous allez nous révéler, Patricia.
Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais vous révéler des choses formidables, mais bon, je l'ai bien connu parce que j'ai travaillé avec lui pendant 3-4 ans. Et en plus, j'ai dû faire par mon travail ce qu'on appelle des tournées professionnelles avec lui dans le sud. Alors déjà, sur les salons, moi, je le trouvais complètement mytho. Alors bon, c'est pas une critique méchante puisque maintenant il est mort, il s'est même suicidé, donc c'est ça qui m'a beaucoup posé de questions en me disant est-ce qu'il a culpabilisé de quelque chose, que je ne sais pas quoi, évidemment. Moi, ce que je trouvais étonnant, c'est que pendant notre tournée, en général, on est dans des commerciaux. Il était commercial, moi, je suis toujours commercial. On devait dîner ensemble. Le soir, en général, on tourne, on va voir des clients, et puis le soir, on dînait. À chaque fois, il me laissait tomber, il me laissait dans mon hôtel. Alors qu'en général, on mange toujours tous ensemble. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Et là, non, il partait. Je sentais qu'il m'inventait des trucs. Il me disait à chaque fois, je vais retrouver des amis, des bons amis. Je suis parrain d'un de leurs enfants, donc tu comprends, je dîne avec lui, avec eux. Voilà, il partait et chaque soir, il m'a laissé seule. Et une fois, il me dit, bon, cette fois, j'ai mes amis chez moi à l'apéro. Et je lui ai même dit, mais viens, je peux pas venir à l'apéro plutôt que d'être toute seule à m'enquiquiner, là. C'était à Nice ou Cannes, je sais plus. Et puis non, jamais. Donc je sentais... Enfin, c'est facile de dire ça maintenant, mais je le trouvais flou. Mytho, et je sentais qu'il m'inventait des trucs. Maintenant, je ne pouvais pas savoir que c'était Ligonnès, mais c'était évident puisqu'il m'a parlé qu'il était parrain d'un de leurs enfants. Et après, j'ai appris qu'il était... Oui, et après, j'ai appris qu'il s'était suicidé. Et comme quand même, j'ai passé 3-4 ans à travailler avec lui, bon, c'est vrai que ça m'a touché parce que après humainement c'était un type très très drôle, très sympathique, hein. Bon, beaucoup de cinéma, très caricatural du commercial, mais bon voilà, je me suis dit je vais apporter mon petit caillou là, mais je sais pas si ça vous amène grand chose, mais bon voilà, je trouvais ce qui m'a surtout frappé, ce que je viens de vous dire, je vais pas faire du répétitif, assez mytho, assez merci, flou. Merci Patricia de ce témoignage, si j'ose dire. Oui, merci beaucoup. Mais vous savez, alors là, évidemment, vous dites qu'il était flou, un petit peu mythomane et tout ça, mais même si on avait eu l'inverse, c'est-à-dire que vous auriez dit non, c'était quelqu'un de très bien et tout ça, ça n'infirme pas en fait le fait qu'il ait pu assister à la fuite. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Romain, on va évidemment, vous êtes resté pendant 1 heure. 2-3 choses avant de se quitter. D'abord, là où vous êtes convaincant, je trouve, c'est vous récusez la possibilité de suicide parce que lorsqu'il a tué toute sa famille, il a gardé les portables et il répondait à ceux qui voulaient entrer en contact avec les enfants et sa femme pour leur donner des informations. Et vous dites à juste titre, et je trouve que c'est convaincant, on ne fait pas ça quand on veut se suicider. Exactement, oui. Donc, et on a la preuve puisqu'on a effectivement les messages des téléphones qui sont postérieurs et qui sont sous scellés, j'imagine, ces téléphones, tout ça, la police a tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est que bon, vous pensez sans doute qu'il est quelque part aujourd'hui, vous allez aux États-Unis et que l'enquête continue. Oui, bien entendu. Oui. Vous savez, la coopération internationale, c'est très compliqué. Les gens regardent des séries Netflix où tout est tellement facile. Donc on ne comprend pas pourquoi la police française ne se déplace pas aux États-Unis. On ne comprend pas pourquoi. Mais non, mais c'est très, très, très compliqué. On parle beaucoup aussi de mandat d'arrêt international. Alors ça, je le lis partout. Ligonnès fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ça n'existe pas. Le mandat d'arrêt international n'existe pas. On a un mandat d'arrêt français, il y a le mandat d'arrêt européen, et puis pour le reste du monde, ça s'appelle notice rouge. C'est-à-dire que s'il est en Chine, eh bien la Chine n'a pas le droit de l'extraditer, enfin, peut dire « Ah non, mais moi je le garde ». Donc il n'y a pas d'obligation en fait. Donc voilà. Dernière chose, vous étiez capitaine de police. Est-ce que dans vos services, vous auriez pu demander à être enquêteur de Xavier Dupont de Ligonnès? Est-ce que ça aurait été possible? Non, pas du tout, parce qu'on a chacun dans la police, on a vraiment exactement. On a, si vous regardez par exemple dans cette affaire-là, il y a énormément de services, c'est-à-dire qu'on a la PJ Nantes qui s'occupe vraiment du départ, les assassinats qui ont été commis à Nantes. On a la PJ de Montpellier avec l'audition de Michel Rétif, tout ce qui s'est passé là. On a la PJ de Versailles. Mais là, vous auriez pas pu. Non, j'ai pas compétence. Vous étiez à la police des frontières. Écoutez, merci. Moi, je trouve que merci à vous. Vous voyez, on a beaucoup de liberté dans cette émission et en général sur Europe 1. Et c'est vrai que vous auriez pu rester 20 minutes ou 25 minutes, mais on a voulu prolonger parce que je sais que les auditeurs d'abord sont passionnés comme par nous, cette histoire. Par cela, et qu'on a eu envie de vous poser beaucoup de questions. Donc je vous remercie grandement. C'est chez Albin Michel, Romain Pertuolas. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Alors
Si vous le retrouvez, je vous demande une chose. Europe 1, Je vous appelle appelez. tout de suite, Voilà, Pascal. vous nous appelez. Europe 1, CNews, vous nous appelez. Dès que je l'interpelle, d'abord, on non, mais interpelle. Là, franchement, on sécurise tout parce et qu'on je peut vous faire appelle, une bonne Pascal. interview, je pense. Merci Je vous beaucoup. promets. Il est 11h56 et nous allons parler peut-être des agriculteurs dans la deuxième partie de cette émission. Merci encore, à tout de suite. Et vous réagir, vous composez le 01 80 20 39 21 11h 13h. C'est Pascal Pro et vous sur Europe 1.